Donc, on va passer maintenant au module 2, à la méthodologie de Totem. Donc là, on va passer en revue les principes de base et la méthodologie pour que vous compreniez bien ce qu'il y a derrière cet outil. Donc, on va parler d'analyse de cycle de vie, des indicateurs environnementaux, de la méthode d'agrégation et pourquoi une méthode d'agrégation, de la structure hiérarchique qui est présente, des données qui sont utilisées dans l'outil pour calculer l'impact environnemental, de l'unité fonctionnelle, qui est une notion assez importante en analyse des cycles de vie, de la consommation d'énergie pendant la phase d'utilisation, de la durée de vie, de la circularité et de tous les développements futurs qui vont s'enchaîner ces prochaines années. Commençons par l'analyse de cycle de vie. Donc, l'analyse de cycle de vie, c'est une méthode, comme j'ai dit, multicritère, qui est normée par des normes ISO. Donc, il y a deux normes ISO principales, la 14040 et la 14044. Et donc, ce sont des guides de bonne pratique qui cadrent la manière dont on réalise des analyses de cycle de vie, dont on communique des analyses de cycle de vie également, afin d'harmoniser les pratiques. Donc, il y a 4 étapes itératives dans une analyse de cycle de vie: la définition des objectifs et du champ de l'étude, l'analyse de l'inventaire, l'évaluation des impacts et l'interprétation, qui sont des étapes qui sont itératives. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais comme ça, vous savez qu'il y a des normes. Donc, l'analyse du cycle de vie, si on prend une définition, c'est une technique d'évaluation des aspects environnementaux et des impacts environnementaux potentiels associés à un système de produits. Donc, ça, c'est la définition de la norme. C'est une méthode scientifique qui a été développée au début des années 90, donc c'est une science quand même relativement jeune encore, qui continue à évoluer dans les méthodes qu'on utilise, etc. C'est aussi pour ça que l'outil Totem évolue en fonction des évolutions méthodologiques. Donc, c'est une approche multicritère sur l'ensemble des étapes du cycle de vie, du berceau à la tombe, donc de la fabrication des matières premières jusqu'à la mise en œuvre, l'utilisation et jusqu'à l'élimination. Alors, Totem a été également développé en cohérence avec les normes européennes. Donc, il y a les normes de base sur l'analyse des cycles de vie, donc les normes ISO dont on a parlé, et il y a des normes spécifiques pour les produits de construction. Donc là, il y a la norme EN 15804 et la norme EN 15978 sur l'évaluation des performances environnementales des bâtiments. Et donc, Totem est développé en cohérence avec ces normes et se veut un outil et une méthodologie la plus transparente possible. Donc, on retrouve ici la manière dont la norme explique toutes les étapes du cycle de vie d'un bâtiment qui doivent être prises en compte. Alors, pourquoi on doit prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie? Bien, pour éviter des transferts de pollution. Donc, on a un petit exemple ici. La première analyse, donc ici, analyse un produit qui a un fort impact sur l'utilisation des matières premières. On peut donc optimiser ce produit pour essayer de diminuer l'impact environnemental, d'utiliser moins de matières premières. Sauf que quand on analyse la solution qui est proposée, eh bien, en fait, ça utilise, moins de matières premières, on diminue ici l'impact, mais par contre, on augmente l'impact dans la fabrication, l'impact dans l'utilisation. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un transfert de pollution. Donc, pour éviter cela, on doit pouvoir étudier l'ensemble du cycle de vie. Et c'est pareil pour les indicateurs d'impact environnementaux. Si, par exemple, une solution diminue l'impact environnemental sur le réchauffement climatique, mais augmente l'impact environnemental sur l'écotoxicité, donc c'est un transfert de pollution. Et l'analyse du cycle de vie est le seul outil qui permet d'éviter ces transferts de pollution, que ce soit au sein du cycle de vie ou entre impact environnemental. Alors, revenons justement à ces impacts environnementaux. Donc, il y a 19 indicateurs d'impact environnementaux qui sont dans Totem. Alors, jusque juillet 2021, c'était une méthode qu'on appelait SEN. On a donc changé cette méthode changé les indicateurs d'impact environnementaux. Pour l'utilisateur, ça ne va pas beaucoup changer, c'est surtout derrière la méthodologie qui est utilisée et parfois, voilà,
la terminologie de certains indicateurs environnementaux, mais en fait, Totem avait déjà choisi d'inclure beaucoup d'impacts environnementaux. Donc, ce changement pour se mettre en conformité avec la norme, donc ces nouvelles unités, cette nouvelle méthode d'évaluation n'a pas grandement révolutionné la manière dont on travaille avec l'outil. Donc, on a 19 indicateurs d'impact répartis en 12 catégories. Donc, le changement climatique, la déplétion de l'ozone atmosphérique. Enfin, on va reprendre après tous ces indicateurs environnementaux pour vous expliquer le plus simplement possible ce à quoi on a affaire pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui est pris en compte dans cet outil. Alors, le réchauffement climatique, ça, je pense que c'est assez connu. Donc, voilà, l'augmentation de la concentration atmosphérique moyenne de diverses substances d'origine humaine, anthropique, donc le CO2, mais également d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane, qui a, lui, un pouvoir de réchauffement global 25 fois supérieur au CO2. Les chlorofluorocarbures également, enfin, toutes sortes de gaz à effet de serre. Donc, on a quatre sous-indicateurs du réchauffement climatique. Donc, on a ce qui est lié aux énergies fossiles, ce qui est biogénique, ce qui est lié au changement d'utilisation du sol, et on fait le total également. Donc, ça fait le quatrième impact environnemental. Alors, l'appauvrissement de la couche d'ozone, donc le trou dans la couche d'ozone, qui est dû donc au gaz fluoré, est également pris en compte. L'acidification, donc c'est l'augmentation de la quantité de substances acides dans l'atmosphère et qui provoque des pluies acides. Ces pluies acides provoquent le dépérissement de certains écosystèmes forestiers et ont un impact également sur l'eau douce. L'eutrophisation. Donc l'eutrophisation, c'est quand on a beaucoup d'éléments nutritifs dans un milieu fermé. Et donc, ça provoque la surcroissance d'algues, comme vous pouvez le voir, par exemple, ici, sur la photo à côté. Donc, on a également parfois des sous-indicateurs. Donc, ici, au niveau de l'eutrophisation, en fonction du milieu récepteur. Donc, est-ce que c'est aquatique, marin, terrestre? On va avoir différents indicateurs. Alors, chaque fois, il y a des unités à ces indicateurs. Je ne les passe pas en revue parce que le but n'est pas que vous deveniez un expert en indicateurs environnementaux, mais sachez que donc il y a des différentes unités. Ici, par exemple, les moles d'ion H+, on avait ici pour le réchauffement climatique les kilos CO2 équivalents. Donc, par exemple, si on a une émission de méthane, on va le réduire en kilos CO2 équivalents, donc en utilisant ce pouvoir de réchauffement global du méthane qui est de 25 par rapport au CO2. Alors, l'ozone photochimique, donc ça, c'est ce qu'on va appeler communément le smog, donc la formation de cet ozone dans l'atmosphère, zone bas. L'épuisement des ressources en eau, ça c'est assez simple. L'épuisement des ressources abiotiques, et là on a deux classes, donc tout ce qui est minéraux et métaux, et tout ce qui est combustible fossile. Les particules fines, ça on en parle régulièrement pendant l'été, donc toutes ces particules fines, ces fines poussières qui génèrent des maladies cardiaques et pulmonaires chez l'homme. L'écotoxicité, donc là c'est toutes sortes de substances qui sont émises dans l'environnement et qui causent des dommages aux écosystèmes aquatiques et aux organismes des eaux douces. Les rayonnements ionisants, donc radioactifs, qui peuvent entraîner des lésions cellulaires et des effets sur la santé humaine évidemment. La toxicité humaine, donc là c'est la même chose que pour l'écotoxicité, mais appliquée à l'humain. Donc c'est l'émission dans l'air et dans l'eau de toutes sortes de substances qui causent des dommages, que ce soit cancérigènes ou non cancérigènes, aux organismes vivants et à l'homme plus particulièrement. Et alors l'utilisation et la qualité du sol, donc l'occupation et les changements d'affectation du sol et les changements de destination de l'utilisation du sol dans le temps. Donc, comme je vous disais, c'est difficile d'interpréter, de prendre une décision sur base d'un résultat multicritère. Ici, on a 19 critères. Et donc, on a choisi d'agréger ces 19 critères en un score unique pour faciliter l'interprétation des résultats et la prise de décision, qui est le but d'un outil comme Totem.
Alors, avant juillet 2021, on avait un système de monétarisation. Donc, on transformait tous les indicateurs d'impact environnemental en euros. Et depuis juillet 2021, on est passé à une méthodologie qui s'appelle donc PEF, pour Product Environmental Footprint, qui est donc harmonisée au niveau européen et qui est ici exprimée en millipoints d'impact d'habitants mondial. Donc c'est en deux étapes cette méthodologie. D'abord, on va normaliser donc d'abord on a calculé tous les scores environnementaux sur les 19 indicateurs. On va normaliser ces scores. Donc on prend chaque score de chaque indicateur et on va le diviser par un facteur de normalisation qui est l'impact par habitant mondial pour cet indicateur. Et donc, au lieu d'avoir toutes les unités que vous avez vues, par exemple les kilos CO2 équivalents, on va avoir des résultats qui sont adimensionnels et normalisés. Ensuite, on va pondérer ces résultats normalisés. Donc, on prend ce score normalisé et on va le multiplier par un facteur de pondération. Comment on établit ces facteurs de pondération? Donc, ça exprime l'importance relative perçue de tous les indicateurs et ça a été défini par des enquêtes qui ont été faites sur différentes strates de personnes, donc des experts, des personnes moins expertes, etc., du terrain. Et ça a été également corrigé en fonction de la robustesse de l'indicateur d'impact. Donc, si on a un indicateur d'impact qui présente beaucoup d'incertitudes, ou la méthodologie évolue encore beaucoup, on va mettre un petit peu moins de poids sur cet indicateur. Donc, toute cette méthodologie d'agrégation, c'est une méthodologie complexe qui a été développée par des experts au niveau européen et qui, du coup, est utilisée dans différents outils d'analyse des cycles de vie européens. Donc, une fois qu'on a ces scores normalisés et pondérés, eh bien, on peut faire la somme des différents indicateurs pondérés et avoir un score unique. Donc, j'ai remis ici en dessous le lien vers toute la documentation qui est également disponible sur le site Totem sur cette méthodologie d'agrégation. Donc, dans Totem, on a également une structure hiérarchique et c'est assez important de comprendre cette structure hiérarchique pour après bien comprendre comment modéliser les éléments et les bâtiments. Donc, on part des matériaux, donc une brique par exemple, qui devient ensuite un composant quand quand on met une brique avec du mortier et qu'on fait un mur avec, et qui devient un élément de mur, une couche de mur. Et ensuite, on a un élément qui est le mur. Donc le mur, donc la paroi en brique avec son mortier, mais également avec l'isolant, avec les clips d'isolant, avec la finition de ce mur, et donc toutes les différentes couches. Donc ça, c'est un élément. Et puis, on a ensuite un bâtiment qui est composé de différents éléments, donc de plancher, de murs, de toit, etc. Et donc, dans la bibliothèque Totem, on ne va pas retrouver des matériaux, mais on va retrouver des composants, des éléments et des bâtiments. Et on va pouvoir comparer et calculer des scores environnementaux au niveau des éléments et des bâtiments. Les données qui sont utilisées dans Totem, donc avant 2020, on avait uniquement des données génériques. Donc, ce sont des données qui proviennent d'une base de données qui s'appelle EcoInPen, qui est une base de données très large, suisse, développée pour les analyses du cycle de vie et qui est largement utilisée et reconnue. Alors, ces données génériques suisses sont harmonisées autant que possible avec le contexte de la construction belge. Donc, ça, je vais vous montrer après les éléments qui sont harmonisés. Et depuis 2020, on a également des données qui sont spécifiques, qui proviennent directement des producteurs de matériaux qui réalisent des analyses de cycle de vie au sein de leurs unités de production pour produire des données qui sont donc là spécifiques. Là, vous allez retrouver le produit que vous allez pouvoir acheter demain dans votre magasin de matériaux. Alors ça, c'est grâce donc au programme BIOPD et donc aux déclarations environnementales produits ou Environmental Product Declaration en anglais. Donc ce sont des documents standardisés que les producteurs de matériaux doivent produire, enfin peuvent produire. Sont basés sur des analyses de cycle de vie et reprennent donc les différents indicateurs environnementaux pour un matériau
spécifiques, donc qui soient conditionnés vraiment dans une manière spécifique, avec une épaisseur, un emballage, etc. Ou parfois, on a des EPD également collectifs, par exemple, une EPD pour toute voilà, la laine de roche pourrait être produite, et après, elle pourrait être déclinée en différents produits qui sont mis sur le marché. C'est donc une méthodologie qui est totalement objective, quantitative, univoque et scientifiquement fondée, comme le sont toutes les analyses de cycle de vie. Donc, toutes ces données qui sont produites par les producteurs de matériaux sont ensuite vérifiées par des vérificateurs qui sont reconnus par le service public fédéral et enregistrées dans une base de données cette base de données est totalement également ouverte à toute personne qui souhaite consulter ces données. Et donc les EPD, donc on retrouve notre structure hiérarchique, on peut calculer donc les scores au niveau de l'élément et des bâtiments, et les EPD vont pouvoir alimenter la base de données au niveau des matériaux et au niveau des composants. Donc vous allez les retrouver dans la bibliothèque au niveau des composants. Donc je vous disais que les données génériques avaient été adaptées au cadre européen et adaptées au contexte belge. Qu'est-ce qui a été adapté? Donc le mix énergétique. Par exemple, en France, on n'a pas du tout le même mix énergétique. Donc on produit de l'énergie principalement avec du nucléaire et donc l'impact environnemental de l'énergie est inférieur à ce qu'on peut produire, par exemple en Allemagne où on produit sur base de gaz ou de charbon. En Belgique, on a notre mix énergétique spécifique, composé de nucléaire, de gaz, de renouvelables également. Et donc, on a un facteur d'émission spécifique pour l'énergie. On a également adapté les scénarios de transport et les scénarios de fin de vie, puisque forcément, en fonction de la structure du territoire, un matériau qui va sur un chantier ne va pas, en moyenne, parcourir les mêmes distances qu'aux États-Unis, par exemple, où on a un territoire très éclaté, donc où on va avoir plus de transport. Et au niveau de la fin de vie non plus, on n'a pas, entre différents pays européens, la même manière de traiter nos déchets. Et donc, ces scénarios de fin de vie ont été adaptés à la pratique de traitement de déchets au niveau de la Belgique. Alors, la documentation qui est ici, d'ailleurs, quand vous recevrez le PDF, il y a un lien cliquable sur cette publication. Donc, explique toute cette méthodologie, comment ont été calculés les indicateurs, sont calculés les indicateurs et comment sont adaptées les données génériques. Donc, tout est, voilà, encore une fois, le plus transparent possible, tout en restant des documents qui sont un petit peu vulgarisés. Donc, au niveau de l'unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle, c'est une notion assez importante en analyse cycle de vie parce que c'est l'unité en quantité de matériaux qui va permettre de comparer un matériau par rapport à un autre. Donc, c'est cette quantité pour laquelle on va calculer les impacts environnementaux. Alors, ça ne correspond pas toujours à la réalité du bâtiment que vous allez essayer d'analyser, mais ça va vraiment permettre de se référer à cette unité fonctionnelle pour pouvoir comparer par rapport à un autre bâtiment. Donc, par exemple, si vous voulez comparer deux appartements entre eux, qu'on a un appartement de 100 mètres carrés et un appartement de 50 mètres carrés, forcément, ils n'auront pas le même impact environnemental puisque d'un côté, on a 2 fois la superficie, donc on aura 2 fois plus de matériaux. Mais la fonction de ce bâtiment n'est pas pareille. Il va pouvoir accueillir sans doute plus de personnes. Donc ici, on a choisi une unité fonctionnelle pour les bâtiments qui est le mètre carré de plancher brut. Et pour les matériaux, on a les mètres carrés pour les éléments plats, les mètres pour les éléments linéaires et pour les éléments qui sont dénombrables, par exemple des portes ou des châssis, c'est à la pièce. Alors, il y a donc une convention de mesure qui est recommandée, donc c'est les dimensions extérieures, comme pour la PEB, donc la surface de plancher brut. Alors, c'est la plus facile, sans doute, puisque en plus c'est la même que la PEB. Il y a d'autres conventions, donc comme la convention des dimensions axiales des éléments de construction, qui donne des résultats plus précis et qui est utilisé dans le BIM. Mais donc là, c'est un choix de pouvoir harmoniser cette méthode de mesure avec la PEB pour que vous puissiez
encoder la même chose des deux côtés. Et voilà, pouvoir également plus tard joindre les deux résultats. On en reparlera. Donc, dans Totem, on a rajouté, donc on avait, vous vous souvenez, tous les indicateurs environnementaux et on a rajouté également la consommation d'énergie pendant la phase d'utilisation du bâtiment pour pouvoir comparer des bâtiments qui ne sont pas isolés de la même manière. Donc, ça se fait pour le moment par des calculs qui sont simplifiés avec des valeurs par défaut. Donc, on a pour les pertes par transmission, ça se fait à partir des valeurs U et de la surface de déperdition. Pour les pertes par ventilation au niveau du bâtiment, c'est basé sur le volume chauffé que vous encodez et des valeurs par défaut pour l'étanchéité à l'air. Par la suite, donc sans doute cette année, on va, donc, non, ça c'est sûr, cette année, on va ajouter donc les installations techniques. Donc vous pourrez également choisir l'installation technique. Et il y aura donc une option également d'encodage au niveau de la performance qui sera calculée dans la PEB. Donc vous pourrez moduler et adapter ce calcul de l'énergie pendant la phase d'utilisation à votre réalité dans votre bâtiment. Alors, juste pour reprendre dans la formule qui est utilisée rapidement pour les pertes par transmission et par ventilation, donc ça c'est au niveau du bâtiment, on trouve donc les U que vous allez encoder, les surfaces de déperdition que vous allez également encoder, le volume chauffé qui sera encodé dans votre modélisation. Par contre, on retrouve ici l'étanchéité à l'air moyenne d'un bâtiment moyen, les degrés jour, et puis ici on retrouve les rendements qui sont liés à une installation d'une chaudière gaz condensation de moins de 100 kW. Donc ça, c'est aussi quelque chose de moyen, mais qui pourra être adapté dans les évaluations futures de l'outil. Et donc, on a tout ce calcul de perte qui est transformé comme si c'était un matériau, en fait, en indicateurs environnementaux, donc dans les 19 indicateurs environnementaux. Alors, passons maintenant à la durée de vie. Donc la durée de vie, c'est quelque chose qui est très impactant en analyse des cycles de vie, puisque forcément, si vous avez un bâtiment qui dure 60 ans, ou 100 ans, ou 10 ans, ou un produit, voilà, ça ne va pas avoir le même impact au niveau de son cycle de vie. Ici, donc la durée de vie d'un bâtiment a été fixée à 60 ans dans Totem. Donc c'est une durée de vie moyenne qui correspond donc à la durée de vie théorique de la structure et des éléments principaux du bâtiment. Donc c'est la période standard qui est utilisée pour le calcul du remplacement aussi des éléments qui le constituent et des composants qui constituent ces éléments. Donc l'effet du remplacement de ces éléments et de ces composants est pris en compte dans le module B, donc ça c'est selon les normes ici, dans la phase d'utilisation du bâtiment. Donc pour le moment, on ne peut pas changer la durée de vie des bâtiments, c'est fixé. Donc on a également la durée de vie des éléments qui varie ici sur cet exemple 20 à 30 ans, 20 pour les installations techniques, 30 pour tout ce qui est porte, fenêtre, mur intérieur non porteur, système aux pluies, et qui est au-delà de 60 ans, donc il ne va pas être remplacé durant la durée de vie du bâtiment pour tout ce qui est fondation, les murs porteurs, les étages, les toitures. Donc pour les composants, on a également différentes durées de vie. Donc pour les peintures, les papiers peints, c'est 10 ans. Les tapis, les linoléums, 15 ans. Tout ce qui est ascenseur, installation, 20 ans. Et puis on a tout ce qui est bardage, voilà, extérieur, moquette, etc., 30 ans. L'isolation, les crépis, les menuiseries, les plâtreries, l'isolation des canalisations, les panneaux de fibrociment, ce sera 40 ans. Et on a aussi des matériaux, enfin des composants qui ont une durée de vie de plus de 60 ans, comme tout ce qui est matériaux de structure, de gros œuvres, de charpente, l'isolation du sol également. Donc ça, vous retrouvez toutes les informations sur cette durée de vie qui sont prises en compte, qui ne sont pas modifiables dans l'outil, dans une publication dont vous aurez le lien juste après,
pour bien comprendre les durées de vie. Donc, vous avez donc des remplacements d'éléments et de composants qui sont une durée de vie plus courte de 60 ans, forcément la peinture, le papier peint, donc on va le remplacer tous les 10 ans. Et donc, dans la durée de vie de 60 ans d'un bâtiment, ça va être pris en compte. Donc, l'impact environnemental de ces éléments qui sont remplacés vont être multipliés par le nombre de fois où on va devoir les remplacer. Donc, on va calculer un nombre de remplacements en prenant la durée de vie du bâtiment, donc 60 ans, en le divisant par la durée de vie de l'élément ou du composant, moins 1, puisque ça, c'est l'installation initiale. Il y a également une durée de suspension. C'est un nombre d'années qui est déterminé et durant lesquelles on ne va plus remplacer le composant ou le matériau si la durée de vie, par exemple, du bâtiment ou du composant dans lequel le matériau est inclus est trop faible pour qu'on se dise, voilà, ça vaut plus la peine de remplacer. Dans la réalité, on ne va plus remplacer ces matériaux. Alors, quelques exemples. Donc, par exemple, une fenêtre avec une durée de vie de 20 ans, on va donc prendre 60 ans la durée de vie du bâtiment, divisé par 20 moins 1, on a deux remplacements. Donc on va avoir un remplacement en année 20, un remplacement en année 40. Par contre, une fenêtre qui a une durée de vie de 25 ans, donc 60 divisé par 25 moins 1, c'est 1,4. Donc on va avoir un remplacement en année 25. Et le remplacement en année 50, ben, ça va dépendre de cette période de suspension. Est-ce qu'on va encore remplacer cette fenêtre ou non, sachant que le bâtiment a une durée de vie encore de 10 ans. Donc, tout cela est fait automatiquement dans l'outil Totem quand vous modélisez vos bâtiments. Donc, comme je le disais, cette durée de vie, elle n'est pas modifiable et les résultats, et pourquoi en fait? Parce que les résultats sont vraiment très sensibles à la durée de vie. Donc, si on rend voilà, c'est une question toujours en cours de débat, mais si on rend cette durée de vie modifiable, c'est sûr que les résultats vont être très sensibles et donc on pourrait aussi voilà, changer certaines choses dans les durées de vie pour diminuer l'impact environnemental de ce qu'on modélise. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc, sur la durée de vie qui sont attribuées aux différents matériaux, il y a donc cette brochure durée de vie qui est disponible au téléchargement dans le site Totem, dans la section documentation que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, passons maintenant à la circularité. Donc, la circularité, c'est la grande nouveauté de la dernière évolution de l'outil. Donc, on avait déjà ça, mais donc la première étape pour prendre en compte la circularité et la rénovation également dans Totem, c'est de pouvoir avoir différents statuts des éléments et des composants des bâtiments, de ces éléments. Donc, on va pouvoir choisir le statut. Donc, on peut avoir des matériaux, enfin des composants ou des éléments qui sont neufs. Donc là, on va prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie, la production, le transport, la construction, l'utilisation et la fin de vie. On peut également avoir des composants qui sont réemployés. Une brique de réemploi, par exemple. Alors, soit réemployée ex situ, donc ça provient d'un autre chantier. Et donc là, on ne va pas prendre en compte la production, puisque ça a déjà été pris en compte dans le premier cycle de vie de ce matériau, dans le premier bâtiment dans lequel il a été utilisé. On ne le prend plus en compte. Par contre, on prend le transport en compte depuis le chantier où il a été déconstruit, la construction, l'usage et la fin de vie. Si c'est un remployé in situ, donc vous démolissez un mur, vous réutilisez les briques sur le même chantier, on ne prend pas en compte non plus le transport, mais toujours la construction, l'usage et la fin de vie. Ça peut être aussi en rénovation, c'est très important de pouvoir savoir qu'est-ce qui reste. Donc, il y a des éléments qui restent, il y a des éléments qui sont neufs, et donc on peut choisir le statut existant. Donc ça, on ne va pas modifier ces éléments. Par contre, ça va quand même rentrer en compte dans l'utilisation et la fin de vie du bâtiment. Et on a maintenant, c'est ça qui est nouveau, le statut démoli. Donc, si vous voulez prendre en compte la démolition aussi des composants et des éléments, vous pouvez le faire. Donc, il y a deux méthodologies.
normalement, c'est pris en compte dans le cycle de vie précédent du bâtiment. Donc, on a un premier cycle de vie d'un bâtiment qui prend en compte la démolition. Et puis, quand vous commencez un nouveau cycle après la démolition, donc la reconstruction, vous ne devez pas forcément prendre en compte cette démolition. Mais si vous voulez, voilà, pouvoir faire une étude de l'impact global de l'action que je vais prendre de démolir et de reconstruire et le prendre en compte, c'est possible maintenant dans Totem en utilisant ce statut démoli. Donc, il va ne prendre lui en compte que la fin de vie de ces éléments de construction ou de ces composants. Alors, il y a une petite astérix, on ne prend pas donc en compte tous les impacts environnementaux, mais par contre, on prend en compte l'impact négatif qui est associé à l'absorption du carbone biogénique. Alors, qu'est-ce que c'est que le carbone biogénique? Le carbone biogénique, c'est le carbone qui est absorbé par le bois, par exemple, donc par l'arbre qui absorbe du CO2 et qui sera rejeté ensuite en fin de vie du bâtiment, quand on aura... voilà, quand on démolira et quand on traitera ce bois, quand il sera brûlé, par exemple. Donc ça, c'est pris en compte quand même dans la phase de production pour les différents statuts. Okay. Alors, une autre nouveauté au niveau de la circularité et de la réversibilité. Donc, on a maintenant dans Totem la possibilité d'avoir une évaluation qualitative du potentiel de réversibilité des connexions. Donc, on a 4 niveaux de réversibilité qui sont ici. Donc, pour chaque composant, vous pourrez voir un petit logo devant dans la bibliothèque qui va vous permettre de voir si les connexions sont réversibles, si les connexions sont réversibles mais moyennant des dommages qui sont réparables, réversibles avec des dommages non réparables ou non réversibles. Et vous pourrez également visualiser dans votre élément, donc là les couleurs sont ajoutées pour voir quelles sont les couches, quels sont les composants qui sont réversibles ou non dans l'élément. Vous avez également 4 critères supplémentaires donc, qui vous donnent ici pour un composant par exemple des indications sur ses connexions et sur la réversibilité. Donc vous avez de nouveau ce petit indicateur ici, donc ici connexion réversible, dommage non réparable avec le code couleur. Vous avez également le type d'assemblage, ici cloué, et vous avez 4 critères qui sont la simplicité de démontage, la vitesse de démontage, la facilité de manipulation et la robustesse. Et donc vous pouvez également comparer vos choix de composants grâce à ces critères. Et donc tout ça provient d'une collaboration avec le projet BAMP qui s'est intéressé à tout cela. Donc on arrive déjà à la fin de ce deuxième module et je vais vous présenter maintenant les futurs développements de l'outil. Alors, donc pour les futurs développements, on va avoir l'apparition des installations techniques, donc d'abord de manière simplifiée. L'extension de la bibliothèque, donc ça c'est quelque chose qui se fait en continu. Vous pouvez d'ailleurs demander des nouveaux matériaux et on analyse la pertinence et la possibilité d'ajouter ces matériaux en fonction des données qui sont disponibles dans les bases de données génériques. Donc il va y avoir aussi des nouveaux matériaux biobasés, des nouveaux composants, des nouvelles EPD qui sont, elles, ajoutées 4 fois par an dans l'outil. Et des nouveaux bâtiments exemples que vous pourrez donc du coup comparer ou regarder par rapport à ce que vous encodez vous-même. Il va y avoir donc un lien avec le score PEB, on en a déjà parlé, et dans un avenir peut-être un peu plus lointain, l'outil d'export qui est utilisé et le lien avec les BIM sera également amélioré. Mais aussi, donc en continu, il y a toujours une amélioration de la qualité des données et des résultats. Il y a une étude qui est en cours sur les matériaux biobasés spécifiquement. Et d'ailleurs, maintenant, les matériaux biobasés sont indiqués par un logo dans Totem. Il y a également une étude sur le benchmarking, qui permettra d'analyser et de préparer un cadre réglementaire. Donc là, vous retrouvez un petit peu comme l'échelle PEB, pouvoir comparer son bâtiment ou son élément avec d'autres du même type. L'élément, ça c'est déjà possible, on verra.
La préparation également peut-être d'une réglementation, pour le moment pas encore planifiée en Belgique. Il y a également des réflexions sur une approche quantitative de la circularité, toujours en lien avec le projet BAM.